Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Nous poursuivons avec notre série consacrée à la méditation, la solution à nos problèmes, sous un angle différent bien sûr. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Herman Neglipote, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Baume. De quoi il est question ce soir, professeur? Alors ce soir, nous allons parler chance, malchance et réincarnation. Alors tout ça dans le contexte de la méditation, solution à nos problèmes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous continuons à construire notre instrument qui nous permettra de trouver du répondant par rapport à notre être intérieur. Être intérieur, c'est également à notre divinité, pour nous lancer sur ce chemin de la spiritualité. Parce que pour nous, la spiritualité, c'est un chemin. Ce n'est pas un slogan, je suis spirituel, non. C'est un chemin qui se trace pour tout être humain, dont nous pensons que la méditation peut nous aider en tant qu'instrument. Bon, mais maintenant, nous embrasons beaucoup d'éléments qui nous permettent de construire cet instrument. Alors ce soir, nous allons parler de la chance et de la malchance. Pourquoi? Parce que est-ce que quand on se sent malchancé, la méditation peut servir donc à quoi, par exemple? Oui. Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. C'est-à-dire, j'ai la chance, bon, peut-être que je n'ai même pas besoin de faire la méditation. Je n'ai pas la chance, je n'ai pas de chance et il faut que je médite ou que je prie. Alors, qu'est-ce qu'il en est en fait? Voilà. D'accord. Au programme, vous aurez vos rubriques habituelles. La chronique va se faire en deux parties. La réflexion, le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 65. Chance, malchance et réincarnation. Un jour, au cœur des échanges métaphysiques entre collaborateurs et gourous, un disciple suscita une réflexion autour de la question de chance et malchance. Sauf qu'il fallait relativiser ceci à la donne métaphysique. Il était alors question de voir si la chance ou la malchance existait. Et le gourou répondit que, la question de chance ou de malchance se pose lorsque tout semble mal marcher, lorsqu'on éprouve des difficultés de faire avancer un projet, avoir une vie aisée, trouver un bon emploi, réaliser ses rêves, trouver un bon mariage, sortir d'une maladie mortelle, voire, incurable, etc. Il poursuit son intervention en précisant que suite à tout ceci, l'on est convaincu que tout arrive parce qu'on serait né avec la malchance. Et qu'à tort ou à raison, on se dit qu'on est né pour ne rien obtenir de bon dans la vie. Silencieux, tout le monde attendait la réponse réelle à la question d'en savoir plus sur l'existence de ces deux phénomènes, chance et malchance. Et au maître de conclure, en vérité, nous avons de tout temps précisé que la connaissance de l'existence, de karma, seule, suffit pour tout savoir, tant de la chance que de la malchance. Autrement dit, si cela ne vous a jamais été dit de manière explicite, profitons de cet instant pour le faire. D'abord, nous ne devons pas considérer le karma comme s'il s'agissait d'un grand malheur ou une quelconque malédiction, mais d'une somme de vibrations émises consciemment ou non, devant générer une énergie positive. C'est elle qui va créer la chance. Si cette énergie s'avère négative, il y aura la malchance. Comme pour dire qu'il arrive que cette énergie soit alignée avec notre conscience supérieure, c'est-à-dire que, constituant notre essence au-delà des circonstances extérieures, c'est qui serait positif, ou au contraire que notre conscience dissonante, ce qui serait négatif. À cause de notre comportement et nos actions découle une force invisible, c'est elle, le karma. Reprécisons que son principe est simple. Lorsque vous émettez une énergie pour réaliser une action positive ou négative, à un moment donné, ceci vous reviendra pour ou contre, tôt ou tard. Le karma est ce mot de la mythologie hindoue qui signifie action. Le bon karma peut être appelé la chance, bonne action, et le mauvais karma, la malchance, mauvaise action.
Si la chance est ce sort heureux qui donne une issue favorable aux événements, une quelconque providence positive, la malchance en serait le contraire. La chance ne naîtra jamais d'une attitude négative, ni de la peur et de la défiance envers les autres et soi-même. Pour se créer la chance et éviter la malchance, il faut procéder par le nettoyage de votre karma. Il faut que vos actions et votre état d'esprit soient restés sous le prisme d'opérations positives. Question de mettre en exergue quelques actions pratiques. Vous devez ressentir la gratitude au quotidien, savoir pardonner aux personnes qui vous offensent, éviter de blesser autrui, garder des intentions positives, rester poli et courtois, porter de l'aide aux personnes défavorisées ou à un animal en danger, et méditer sur comment garder les pensées positives. Mais, retenons que, la réincarnation est cette énigme qui y joue un grand rôle. Résultat, c'est en ayant nettoyé votre karma que vous parviendrez à provoquer le nettoyage de votre malchance et obtenir en retour, la chance. C'est aussi ce qui va agir sur le karma familial. Ici, il serait question de savoir cultiver le pardon à l'égard d'autrui. À persister sur cette voie, vous finirez par vous libérer du karma familial, sans jamais remettre la faute sur l'autre. Le cas contraire, c'est-à-dire, vous investir pour l'énergie négative, ceci alourdira votre karma. Toutefois, qu'il faut souligner que, tout ce que vous faites au cours de cette existence dépend essentiellement d'abord de vos vies antérieures. Qu'est-ce que la chance? Qu'est-ce que la malchance? Alors, en des mots simples, on dira que la chance n'existe pas, ni la malchance. Tout simplement. Comment ça? Oui, mais attends, si vous trouvez de l'argent, c'est-à-dire si quelqu'un marche en route, et qu'il trouve un sac, curieusement, il se met à vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sac, et constate que tout n'est fait que de l'argent. Il se met à un coin, compte de l'argent, il se met à compter l'argent, ça le dépasse à compter. Bon, il prend rapidement une voiture, un taxi, et puis il se retrouve chez lui, par exemple. Quand il arrive chez lui, il se lave et tout, il s'installe pour bien compter de l'argent. Oui. Alors, quand il a pris de l'argent en route, là, quelqu'un a vu. Mais quand il arrive chez lui, il dit à sa femme, j'ai la chance jusqu'à. Il a fini de compter l'argent, il s'est lavé et tout. Bon, il commence à se dire comment il doit dépenser cet argent, qu'est-ce qu'il doit faire de cet argent, c'est-à-dire il se propose des projets. Mais, disons, le lendemain, les gens viennent lui dire que le sac que tu avais ramassé en route, il faut nous remettre ça. On ne t'en veut pas parce que ça a juste à ramasser, tu n'as pas volé. Lui qui avait dit partout qu'il avait la chance, qui dira-t-il qu'il a la malchance? Bon, parce que cet argent ne l'a plus. Une chance qui s'est transformée en malchance? Je ne sais pas, peut-être qu'on ne l'a même pas menacé, mais il s'est dit que mais comment ma vie est ainsi faite. Même l'argent que j'ai trouvé là, hein, je m'en réjouissais. Comment il s'avère que je perdais de cet argent qui était déjà mon argent. Hein, alors que tout le monde sait qu'il a la chance au départ. Pendant les 24 heures, il a la chance. Maintenant, il a la malchance. Donc, la chance, la malchance, c'est des termes qu'on utilise lorsqu'on est devant une situation qui nécessite à ce qu'une description soit faite. C'est-à-dire, vous aviez de la gloire, c'est la chance. Vous n'aviez pas de la gloire, c'est la malchance. Vous aviez une réussite, c'est la chance. Par exemple, vous partez à l'école, vous trouvez, il y a l'affichage de l'examen de votre enfant. De l'examen, votre enfant a fait un examen au cours de cette année, le baccalauréat, je ne sais pas quoi. Vous trouvez sur l'affiche que son nom y est porté. Mais un mois plus tard, on changeait d'affichage et la nouvelle lycée ne portait pas son nom. Alors que vous avez fêté manger les poulets et tout, en disant que vraiment j'ai la chance, l'enfant là n'apprenait même pas.
Mais il a réussi quand même à l'examen. J'ai parlé ici fatigué, c'est pas par quel miracle. Mais tu n'es pas contre le fait qu'il ait eu l'examen. C'est disant qu'il n'apprenait pas, il ne fallait pas qu'il ait l'examen. Non. Tu as fêté, tu as mangé avec des amis, hein, que c'est beaucoup de chance, ton enfant a eu l'examen. Après, il en sort de tout cela que non, on avait fait une erreur de liste. Ce n'était pas la bonne liste. Finalement, son nom n'y est plus porté. Alors, au lieu de dire que, mais ça va, son nom, même moi, j'étais étonné. Du coup, comme ça, non, tu dis, vraiment, j'ai la malchance. L'enfant, si il va encore reprendre la classe de terminale, c'est quelle histoire, ça? Donc, la chance et la chance, c'est un concept. Maintenant, quand il faut voir ça du point de vue métaphysique, ça prend une autre connotation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous entrons dans des situations qui sont toute une énigme. Et là, nous parlons dans une situation qui est toute une énigme. Et là, nous parlons du karma. C'est-à-dire, quand le karma est positif, vous avez des réalisations positives, vous avez des projets qui réussissent, vous aviez tout du bien de tout, et puis vous ne ressentez pas le karma. Vous ne parlez pas du karma non plus. C'est lorsque rien ne va dans votre vie et que vous n'y comprenez rien, que vous dites, mais attends, j'ai un karma, un mauvais karma, mon karma est négatif. D'ailleurs, vous dites tout simplement, c'est le karma. Parce que quand c'est le bon karma, on ne parle jamais du karma. C'est quand c'est le mauvais karma qu'on dit, ah, c'est le karma. Voilà. Ça veut dire quoi exactement, professeur? Ça veut dire que s'il faut toujours tout le temps dire qu'il y a le karma, il y a la réincarnation, Il y a ça la chance, il y a, bon, la d'accord. malchance. On devrait croiser les bras et puis rester tranquille, ne fournir aucun effort parce que de toute façon, le chemin est déjà tracé. Je ne crois pas au fatalisme, personnellement, et je ne crois pas que si on est passif, on n'est pas actif dans la vie. On reste là, la passivité paierait. C'est pourquoi, du fait de faire croire aux gens que se mettre dans la logique de la prière où Dieu est au contrôle, voilà, c'est une logique un peu fataliste, un peu passive. Dieu n'est pas au contrôle du genre on est lundi à l'église, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que là-bas il y a des programmes du genre dimanche c'est l'adoration, lundi c'est la délivrance des personnes qui ont des problèmes d'accouchement, mardi c'est pour ceux qui cherchent l'emploi, mercredi c'est pour ceux qui ont des problèmes d'examen, mardi ceux qui n'ont pas l'argent, c'est un bon jour pour prier pour qu'on ait aussi de l'argent. Alors, mais tu vas trouver une personne qui est concernée par tous ces problèmes-là. Il n'a pas l'argent, il n'a pas le mariage, il n'a pas le travail, il n'a rien de rien. Donc, toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, et dimanche, il doit aller adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu risque de se fâcher que lui, il vient seulement à l'église le jour où il y a quelque chose qui concerne ses difficultés. Oui. Alors, finalement, à quel moment il travaille? À quel moment il peut s'estimer responsable de lui-même, du genre à avoir de quoi manger, chercher même à manger quelque chose, et ne pouvant pas manger quoi que ce soit sans avoir de l'argent ou sans avoir fait la cuisine. Alors, je me porte en faux que Dieu va lui donner à manger. Parce que le pasteur qui vous laisse à l'église pas d'abord manger. Il se repose. Vous restez là. Il y a des gens qui sont là souvent. J'en ai vu en Lokot, il y avait une place où il y avait près de 50 à 100 personnes, souvent couchées à même le sol le long de la semaine.
À quel moment se lavent-elles, ces personnes-là, et à quel moment mangent-elles? Bon, on achète du pain comme ça, là, entre eux, et se partagent. Tu as un peu plus, tu coupes du pain et tu donnes à l'autre. Oui. Aussi, et puis on boit de l'eau comme ça, n'importe comment. Parce qu'on est à la recherche de solutions de sa vie à travers les prières et à travers Dieu. Bon, donc là, moi, je pense que beaucoup de gens qui se sont mis dans cette logique, bon, je ne sais pas, certains ont regretté d'avoir fait confiance à ce qu'ils faisaient, à cette option. Bon, ils se sont rebuffés. D'autres, ils sont restés parce qu'on leur dit c'est la foi. Oui. Et c'est grâce à la foi qu'ils vont s'en sortir. Alors, donc, moi je pense que ces gens-là ont raison. Mais du point de vue métaphysique, je n'ai pas d'avis à donner. Voilà. Mais, professeur, on a remarqué qu'il y a des gens vraiment, on va dire, ils sont nés chanceux. D'autres sont nés malchanceux. C'est-à-dire d'autres ne fournissent aucun effort. Tout leur vient vraiment. Ils sont nés avec Ils sont nés la cuillère en or. avec une cuillère en or. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment on explique cela? Comment comprendre cela? C'est toujours lié au karma. Oui, je crois que... Par contre, d'autres, bon, voilà, ils fournissent tous les efforts, ils ont tous les répétiteurs du monde, mais ils sont toujours malchanceux. Bon, moi je crois que... Oh, on dirait que le fait de naître dans un environnement où, à partir même de l'hôpital, on est venu donner cadeau une voiture à ta mère pour avoir accepté de porter cette grossesse-là. Et que la promesse était que si l'enfant naît de ta grossesse, voilà les cadeaux que tu auras. Et dans la liste, il y a une voiture, il y a plein de choses. Même une maison, un duplex par exemple. Alors, une maman qui était dans la précarité totale, ses parents sont des pauvres et n'arrivent même pas à habiter une ville parce que en ville ils ne peuvent pas payer le loyer. Ils auraient bien souhaité y rester par exemple dans une ville. Oui. Et finalement, toi tu es resté dans une situation où tu racoles, tantôt tu es chez une amie, et l'amie là, demain te chasse, tu es chez une autre, et ainsi de suite, jusqu'à rencontrer le mec de ton salut matériel. Parce que l'enfant est là, Oui. et tu as un luxe insolent. Alors, c'est l'enfant qui vient avec son patrimoine. Et ce patrimoine-là est un patrimoine karmique. Parce que quand il y a le bon karma, on ne dit pas, on ne dit rien. C'est quand il y a le mauvais qu'on dit, ah, c'est son karma. Alors, donc il vient avec un patrimoine. Ce patrimoine-là, c'est ce qu'il est venu avec. C'est pas sa maman qui a la chance. Parce que c'est comme certains enfants, tu as beau chômer et tout, le jour que ton enfant naît, il doit boire le yaourt, il doit manger des choses modernes qui sortaient des supermarchés et tout. Alors, paf, son père qui n'a jamais trouvé de travail depuis qu'il est sorti de l'école, on l'invite à travailler quelque part et on lui propose un salaire qu'il discute même à la hausse et on accepte. Oui. C'est comme si ce poste-là, personne d'autre ne peut, c'est seulement lui. Et résultat, on accorde toutes ces demandes et en fin de compte, il va apporter des yaourts à l'enfant parce que ce sont ces yaourts. C'est pas les yaourts, les nourritures, tout ce que les gens profitent dans cette maison. Cet enfant en est pour beaucoup, c'est l'homicide de la maison. D'accord. Alors donc c'est ça le karma qui peut amener à ce qu'on dise que l'enfant là nous a apporté beaucoup de chance. Voilà. Mais il y a des enfants qui effectivement apportent de la chance. Cependant, il y a des enfants que dès qu'ils naissent, il y a parfois des jaloux professeurs qui arrivent à l'hôpital
Et ici, vous avez dit une fois que quand la fontanelle est encore ouverte, il y a la possibilité de nuire à l'enfant. Alors, des fois, un enfant peut arriver, je peux me tromper, professeur, c'est vous qui, avec la chance et une main noire, voilà, vient à gâter cette chance-là, ou alors à absorber complètement la chance de l'enfant. Alors, comment faire pour protéger l'enfant à la naissance? Moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Comment ça? Soit tu nais avec la chance, soit tu nais avec la malchance. Soit tu nais avec un karma positif, la chance, soit tu nais avec un karma négatif, la malchance. Si par exemple on achète tout à ta naissance, on donne à ta mère. Oui. Et qu'à la sortie de l'hôpital, ta maman fait l'accident avec la voiture là. Bon, elle ne conduit pas, elle sait conduire, mais elle dit que bon, comme elle vient d'accoucher, il faut que son bon gars, qui n'est pas forcément son mari, qui est son bon gars. Qui peut être son mari, professeur? Qui peut aussi, je dis qu'il n'est pas forcément, donc ça veut dire qu'il peut aussi être son mari. Comme vous, aujourd'hui, le mariage, c'est l'état civil. Oui, professeur. Bon, donc, il n'a pas donc fait l'état civil, mais c'est son mari, par exemple. Alors, résultat, c'est lui qui conduit lui-même, et il fait l'accident, la voiture se fracasse, personne ne meurt. On a eu la chance, là, à la naissance, que nous avons une voiture, mon bébé et moi. On a la malchance maintenant qu'à peine le bébé entre dans cette voiture pour arriver à la maison à destination. La destination, c'est le chemin de retour, c'est-à-dire aller à la maison. Oui. La voiture est fracassée. Mais, oui. Oui. Allez-y, professeur. Bon, et là, on parlait de la malchance. On a eu la chance au départ. D'accord. On a eu une situation de malchance. Vous avez insisté tout à l'heure sur le gars. Alors, et si c'est le genre, le gars laisse son épouse, femme, ses enfants affamés, et voilà, va acheter, peut-être ce sont les conséquences des actes posés. Bon, on peut prendre ça dans ces sens si jamais c'est ça. Mais, vous avez tellement insisté sur le gars. Est-ce que le mari même, bon. Oui, mais il n'est pas exclu que les gars font du bien aux gens dehors pendant que les enfants et leurs épouses mangent les cailloux à la maison, c'est-à-dire les bananes malaxées et tout. Bon, dorment affamés, professeur. Dorment même affamés. Et Dieu ne dit rien. Rien du tout. Pour ça, qu'est-ce que Dieu vient faire dans le monde? Non, supposons, parce que là, nous sommes en train de parler au grand public. On n'est pas... On est dans le monde inconnu. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ça? Oui, dans le monde inconnu, il y a Dieu. Dieu, c'est le macrocosme, c'est l'univers, c'est les forces universelles, c'est l'absolu. C'est tout ça à la fois. Donc, on suppose que la nature n'a pas donné l'occasion à ces messieurs de comprendre qu'il s'est marié et de s'assumer. La seule chose, c'est qu'il donne un toit à un groupe de gens, ne fût-ce que ses enfants et son épouse. Mais c'est un groupe de gens qui se débrouillent à trouver les repas. Lui, il est dehors, dans les rues de la joie. Il voyage, et il prend des avions avec une copine ou avec des copines. Il change de copine à chaque fois qu'il voyage, il est en avion. Alors, chez lui, les gens ne sont pas tellement heureux matériellement. Mais sauf que son action n'est pas une action qui est mauvaise pour les gens qui sont dans cette situation. Parce que et ils apprennent à souffrir. D'accord. Et à la fin, la souffrance étant le maître de la vie, la réussite sera de ce côté-là. Pas du côté où on a donné l'impression qu'on est tellement bon avec la petite Mamie Nyanga du dehors, qui bénéficie de tous les faveurs, qui ne fait aucun effort à s'assumer, et qui à un moment donné, peut-être même le décès ou l'emprisonnement de ce mec, parce qu'on a vu des ministres qui avaient les copines, mais quand on les met en prison, sa copine n'a plus l'accès à son argent, puisque personne ne connaît sa copine dans la famille.
Et voilà qu'il y a un enfant qui soit né et que cet enfant est né par le biais du fait que c'est une manière de tenir le ministre. Ayant l'enfant avec moi, il viendra tout le temps vers moi. Tu forces, l'enfant naît. Et quelque temps, juste à la naissance, tu es en prison. Pendant que tu es en prison, l'enfant n'a même pas à manger. Et toi, la femme qui a tout fait, bagarrer et tout, hein, bagarrer même avec tes copines qui voulaient venir t'arracher ton ministre. Maintenant, tu es dans une situation déplorable. Oui. Aucun ami de ce monsieur, personne. Lui, il a son quotidien à gérer là-bas en prison. Il ne pense plus à ces marmailles de femmes qu'il avait, hein, et des enfants qu'il y avait ici et là. Et il ne s'en inquiétait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne manquait pas les moyens pour pouvoir aider ses enfants ou bien ces femmes-là. Bon, donc, il n'y a pas un problème parce que tu as laissé ta femme et tes enfants à la maison et tu es allé avec une petite copine, une certaine copine comme ça. Non, tout est karmique. Cette femme qui est venue rester chez toi, qui ne bénéficie pas d'un encadrement conjugal, je sais pas, de femme de foyer qu'il faut, hein, cela relève d'une situation de ses vies antérieures. Alors, cela ne veut pas dire que l'homme qui se comporte comme ça est normal. Non, il est anormal. Parce que lui aussi, il alourdit son karma. Il pose des actes qu'il ne faut pas. Du moins, il ne doit pas s'engager à être le pion de la nature pour pouvoir payer cette femme de son karma. Comme quoi, lui, il est un pion que la nature doit utiliser. Non, il devrait refuser ce rôle. D'accord. Voilà. Et comment éviter de s'attirer la malchance, professeur? Alors, pour éviter de s'attirer la malchance, c'est un problème d'action. Parce que quand on dit karma, karma veut dire action. Oui. Action veut dire quoi? Bonne action, bon karma. Oui. Mauvaise action, mauvais karma. Alors, si tu fais des choses, tu poses des actions, des actes, des paroles méchantes, des pensées malveillantes et tout, mais attends-toi à de mauvaises réponses. Si ce n'est pas au cours de cette vie, au cours des vies futures. Parce que nous avons plein de choses dont nous ne savons pas d'où ça vient. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on voie la prochaine édition, qu'on parle un peu du karma familial. Oui. Parce qu'il faut se dire une chose. Deux fois, on vient dans la vie avec des dettes des vies antérieures. Alors, quand on va voir un voyant, c'est pourquoi la voyance est très complexe et parfois on a raison de refuser à ce que les gens aillent voir les voyants parce que si vous tombez sur un voyant qui vous allume en disant c'est ton oncle qui fait ceci, c'est ta tante, hein, c'est ta mère, c'est ton père, alors, ne sachant pas que ton père n'est qu'en train de payer ce que tu lui avais fait au cours d'une vie antérieure. Hein? Alors, il envenime ta situation, tu ne vas pas t'en sortir parce que tu es là pour souffrir de cette vie afin de te purifier des actes posés, des actions posées au cours de tes vies passées, antérieures. Alors, maintenant, le voyant, le bon voyant doit te dire, gars, la famille est frappée d'une situation et c'est ça que tu payes le prix. Et cela ne te gêne pas, le moment venu, tu vas t'en sortir. Voilà. Et comme ça te permet de prendre ton mal en main, c'est-à-dire ta situation en main, et décider que, bon, je ne dois pas paniquer. Les choses vont changer. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un à qui tu as fait confiance et qui t'a confirmé que les choses vont changer. Voilà. Mais professeur, pourquoi les objets censés attirer la chance ne fonctionnent pas chez certaines personnes? Oui, mais parce que ces objets-là ne sont pas en phase avec les vibrations. Par exemple, les vibrations karmiques et tout. Parce que, prenons, par exemple, certains habits ne marchent pas aussi avec certaines personnes. Oui. Et certains modes
ne fonctionne pas avec certaines femmes. Tout le monde est à la mode, mais ça part. C'est comme la mode maintenant qu'on a allongé les cils et les sourcils. Certaines femmes sont très moches, avec très moches alors. Mais elle est à la mode. Voilà. C'est-à-dire, quand tu la vois, même tous les hommes, même son homme, hein, qu'il soit son mari ou son copain, Oui. vraiment lui dit que, regarde, ne te mets pas dans une mode qui ne correspond pas. Elle dit, je m'en fous. Bon. Elle se sent bien dedans. Elle se sent bien. Parce que elle s'obstine à se dire que ce que font les autres, pourquoi pas moi. Comme si tout ce qu'on fait sur la terre est bon. Parce que souvent, les bonnes habitudes, on ne les imite pas. On les imite plutôt les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes collent très mal sur la peau au point où on conseille quelqu'un de ne pas faire quelque chose, il n'écoute pas. Quand c'est une bonne habitude, on ne fait même pas. Mais quand c'est une mauvaise habitude, on n'a même pas besoin de conseils. On est dans le suivisme. Voilà. D'accord. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Le macrocosme et l'univers, la nature. Nous allons dans cette édition essayer de décrire le processus de la manifestation de la vie sur le plan du macrocosme, qui est le corps de l'absolu conditionné avec ses parties invisibles et visibles. Le macrocosme comme l'archétype Dieu est triun, ou la Trinité de Dieu prônée par les catholiques, et nous verrons que l'homme lui aussi est triun. Le tableau qui va suivre nous permettra de saisir d'un seul coup d'œil les correspondances universelles entre les étapes de la loi occulte ternaire de notre triangle équilatéral, la loi de la création, qui selon la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce tableau, le voici. Dieu, unité ou personne, égale Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu attribut, égale volonté, amour, sagesse. Univers comme plan, égale physique, astral et spirituel. Vient ensuite homme invisible, les trois parties de l'ego, qui sont divin, atma, spirituel, bouddhique et mental supérieur, manas. Et nous serons en face de l'homme visible, véhicule au corps, constitué de trois parties, physique, astral, mental, inférieur. La manifestation divine peut être constatée sous nos yeux par le processus de la respiration, qui passe par l'expiration et l'inspiration, comme si le grand être, Dieu ou l'absolu, respirait. D'ailleurs, en Inde, on emploie ces termes, l'expire et l'inspire de Brahma. Pendant l'expiration, tout se manifeste, c'est-à-dire se rend certain, alors que pendant l'inspiration, tout se dissout. Ce mouvement alternatif est un processus qui dure éternellement comme l'absolu dont il émane. Seul l'absolu est éternel et chacune de ces phases d'expire et d'inspire est d'une durée limitée. Le processus de cette manifestation dans ces phases différentes forme les périodes du monde. Nous disons bien des périodes au pluriel parce que dans le mouvement primordial d'inspire et d'expire entre les mouvements secondaires s'appliquant aux divisions du cosmos, la compréhension de ce qui se passe dans notre monde est déjà difficile, à plus forte raison de vouloir projeter notre connaissance vers le monde supérieur qui s'étage à l'infini au-dessus de nous. C'est ainsi que nous n'avons qu'une connaissance tout à fait approximative du nombre des années, des périodes du système auquel nous appartenons. Tous les nombres que nous connaissons sont ésotériques. Et c'est là la raison des contradictions qui existent entre les diverses chronologies des peuples de l'Antiquité.
Les nombres exacts sont connus des seuls initiés. La théosophie moderne a levé quelque peu le voile sur les périodes des mondes. Herman Neglipot, pouvez-vous nous parler de l'inspire et de l'expire? Bon, alors l'inspire, c'est le mouvement qui se passe entre ce qu'on avale comme oxygène, dont l'aliment positif, et ce qu'on rejette comme le gaz carbonique, ou bien sous forme de gaz carbonique. Il s'agit là d'expire. Mais fondamentalement, c'est un mouvement comme les vagues de la mer, le flux et le reflux, qui entretient la vie. Et la vie étant le souffle, la force vitale, l'énergie vitale qui s'implémente dans nous au moment de la naissance. Alors c'est ce mouvement-là qui est traduit, ou alors qui se traduit sous forme de la vie, et qui permet le fait d'avoir d'inspirer et d'expirer, ça fait à ce qu'il soit prouvé ou soit constaté que nous vivons. Sinon, la vie n'est plus constatée en tant que telle, et puis on tombe dans l'immobilisme, dont on n'arrive plus à bouger. Et la métaphysique voudrait donc qu'on prenne acte du fait que l'inspire et l'expire fait partie de ce qui traduit ou qui se traduit par le fait que Dieu est en nous. Parce que Dieu, c'est la vie, et la vie, c'est Dieu. Il ne faut pas perdre de vue. Et maintenant, la vie étant un phénomène qui doit être pris au sérieux de manière quantitative et qualitative surtout, nous devons donc faire attention si nous voulons gagner de la vie, de cette vie-là. D'abord, l'inspire et l'expire ici, et se traduisant également comme une manière d'alimenter la vie en nous, donc de donner chance à ce que nous puissions vivre, puisque nous mangeons pour vivre. Et c'est l'aliment essentiel. Bien s'agripper les autres systèmes alimentaires, du moins les autres aspects alimentaires, à savoir l'eau et les nutriments. Mais l'élément essentiel, c'est l'inspire et expire, qui est bien une preuve de quoi dire nous vivons. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer ça à de la respiration rythmique? La respiration rythmique, c'est la prise de conscience du fait que on doit respirer pour bien alimenter, bien oxygéner le sang ou le corps. Bon. C'est à peu près cela. Ce n'est pas une histoire de... c'est pas une histoire fantaisiste. On sait que nous ne faisons aucun effort pour respirer. Nous ne savons pas à quoi servent nos poumons. Ça nous sert à quelque chose quand on commence à parler de métabolisme respiratoire en trouble. Troubles de métabolisme respiratoire, on a des maladies, la grippe et tout, bon, tout ça. C'est là que les poumons sont pris en compte. Par contre, les poumons ont une capacité qui permet à ce que d'une personne à l'autre, on puisse établir la différence. Par exemple, les gens qui font le sport, ils n'ont pas des poumons d'acier, ils ont les poumons comme tout le monde. Mais sauf que leur poumon est entraîné à encaisser le maximum d'air possible. Donc, plus vous courez, plus soit vous essoufflez quand vous n'avez pas pris l'habitude d'utiliser vos poumons à ces genres d'exercices, soit plus vous courez, plus vous entraînez vos poumons à s'adapter
Et là, vous allez trouver que la vitesse, par exemple, dans certaines courses, où c'est la vitesse qui compte, la personne qui arrive la première n'est pas forcément la personne qui a les longues jambes. Non. Mais c'est la personne qui a pu utiliser ses poumons le plus du moins, à fond. Alors que d'autres n'ont pas pu le faire. On suppose que, du moins on suppose, on constate même que certaines personnes, après une course, c'est pas de 100 mètres ou bien combien de mètres, Oui. ils s'étalent d'abord sur le gazon pour bien respirer. D'autres, dès qu'ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils commencent à respirer abondamment pour se retrouver. Si on lui fait l'interview, Oui. Et la parole s'entrecoupe de temps en temps. Donc, les poumons sont, on peut dire, c'est l'estomac de l'aliment qu'on peut appeler l'oxygène, donc l'air. C'est son estomac là-bas. D'accord. Alors, à quelle fréquence on peut faire cet exercice respiratoire? Bon, l'exercice respiratoire, là déjà, nous ne sommes pas en train de courir, on est sur place. Oui. Bon, là nous sommes dans le cadre de la première partie de ta question, du moins la première question de tout à l'heure. Bon, nous sommes dans le sens de l'utilisation des poumons sans toutefois faire des grands mouvements du genre courir ou faire des sauts et tout. Alors donc là, on inspire, on utilise à peu près une séquence d'inspire d'1 minute, donc 60 secondes. Après, on peut, sans s'incommoder, arrêter l'air, arrêter d'inspirer pendant une trentaine de minutes, de secondes, ou de 15 à 30 secondes, oui. Puisqu'il ne faut pas s'incommoder. Et puis relâcher doucement, donc expirer doucement, 60 secondes encore. Alors souvent, c'est un entraînement qu'on doit faire pour bien oxygéner le sang. D'accord. Voilà. Dans la chronique tout à l'heure, vous avez dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui. Comment comprendre cela? Bon, alors si on regarde un peu ce qui se passe, bon, on pense que Dieu a un ministère. Ces ministres sont des anges. Bon, on pense aussi que c'est le modèle que les gens ont copié à avoir des gouvernements et des ministres. Des gouvernements, ça veut dire qu'un chef d'État et puis les ministres, par exemple. Comment expliquer ça? Alors, ça veut dire que ce que nous faisons de notre vie, c'est en allant pas dans l'au-delà que nous serons reçus ou on sera rejeté, oui. simplement parce qu'on est allé dans l'au-delà. Non, c'est par rapport à notre comportement. Bon, donc la question là est un peu délicate, puisque il faut la voir dans le sens que il y a une manière d'expliquer que la Terre, ainsi organisée, les chefs de l'État, les gouvernements, les rois de la Terre, c'est la même chose que serait en haut. Oui. En haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un monde céleste. Bon, c'est pas forcément en haut le ciel, le volonté céleste, non. Et que c'est ce monde-là, c'est de ce monde-là dont nous copions le modèle. Bon, c'est pourquoi les anciens ont dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord. Mais pourquoi les anciens aiment, j'ai envie de parler comme au quartier, nous mettre au travail? C'est-à-dire, ils ne disent jamais les choses clairement. Il faut réfléchir pour comprendre, pour décrypter le message. Pourquoi?
tu peux aller dire les choses clairement. Parce que prenons les gens qui suivent cette émission, c'est des gens qui ont décidé de suivre cette émission. À cette heure-ci, ils ne sont pas à la rue de la Joie. Ils sont chez eux, dans leur salon, ou dans leur chambre couchée, mais en train de suivre l'émission sans toutefois dormir. À côté, non loin de leur habitation, un grand monde est dans la rue en train de boire, de fumer, de divaguer, de parler de tout, de rien. Oui. Alors, celui qui a des oreilles écoute et comprend, même quand on ne s'adresse pas à lui. Parce que, prenons par exemple, si nous faisons une émission sur la maladie et qu'on explique que le blanc a fait l'hôpital pour vendre les médicaments, par exemple, et que cela soit vrai, parce que les gens qui y vont le constatent. Bon, et que nous insistons, sans insister quoi, ils constatent eux-mêmes qu'en dehors des prescriptions, tu ne peux pas demander à un médecin de te donner un conseil par rapport à une maladie, il va plutôt te demander d'aller acheter un médicament. Mais aucun conseil, tu ne dois attendre ça de lui. Au cas où le médicament fait gabuge, que ça n'a pas marché, il n'est pas responsable de sa prescription. Et rien ne lui contraindra de reconnaître quoi que ce soit par rapport à les dégâts que sa prescription a causé. Alors, maintenant, quand quelqu'un t'écoute, c'est à lui de prendre la décision de qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, comment se responsabiliser. Ce n'est pas toi qui dois lui dire ce qu'il doit faire de sa vie. Tu as relaté les faits, et les faits étant têtus dans la communication, on ne discute pas avec les faits. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Alors maintenant, est-ce que tu dois dire aux gens, n'allez plus à tel endroit, ne faites plus telle chose? Non. Alors c'est la même chose que les anciens ne parlaient pas ouvertement des choses qui ne concernent pas le grand public. Tout est hermétique. Et c'est quand tout ce qui est sérieux est hermétique. Ce qui n'est pas sérieux n'est pas hermétique. Hein? Ça tombe dans la rue et on foule ça aux pieds. Si vous avez une herbe qui est des gens par rapport à certaines pathologies, et que vous donnez le nom de l'herbe là au grand public à la radio, tu dis, comme j'entends souvent dire, le roi des herbes. D'autres diraient la reine des herbes, parce que là, il y a, dans le roi des herbes, il y a l'herbe mâle. Dans cette variété, l'herbe femelle. Alors, selon les fleurs, mais les feuilles sont quasiment pareilles. Alors, tu auras donné une recette à des individus qui, quelque peu, disent, foutez-nous le camp avec ces choses-là. Tu vas faire quoi? Hein? Par contre, c'est lui qui cherche à savoir comment les choses vont. Contrairement à ce que disait un ami l'autre fois dans un message, que lorsqu'on refuse de répondre aux questions, ça veut dire qu'on fait une fuite en avant parce qu'on veut escroquer les gens hors antenne et que publiquement on ne veut pas. C'est faux. Il y a des choses que, lorsque vous dites ça à tout le monde, les gens fiasquent. Ils disent, ah, c'est tout ça. Tu as besoin d'une recette. Toi, tu demandes vraiment, j'ai tel problème, je veux la recette de ça. D'abord, l'autre dit que laissez-nous avec vos histoires de recettes là. Nous, on veut écouter, poser les bonnes questions. Lui ne pose pas de questions. Il est là, il écoute. Il ne fait aucun message. Ceux qui posent des questions, il les critique. Et voilà, de sur quoi tu donnes le nom d'une herbe que tout le monde connaît. Ou tu peux même dire aux gens, avec l'oignon, on peut soigner le diabète. Avec l'ail, on peut soigner l'hypertension. Avec la tomate, on peut agir favorablement sur le foie, peut-être en mélangeant l'ail le citron à la tomate, ou alors le citron et l'huile d'olive sont favorables au fonctionnement du foie. Bon, c'est vrai pour celui qui s'intéresse à ce genre de choses.
Celui qui ne s'intéresse pas à ça, ce n'est pas vrai. Il a ses paracétamol. Il n'a pas besoin. Il a besoin que son foie se garde bien. Hein, Oui. parce qu'il ignore qu'est-ce qu'il boit comme ça. Que de boire, que de manger, et que de boire ou bien que de se mettre dans la logique des choses qu'il connaît déjà. Parce qu'il connaît la tomate, il connaît l'ail, il connaît l'oignon. Hein? Il sait ce qu'il sait parce que c'est des choses qu'il mange tout le temps. Oui. Il sait que ça n'a jamais été dangereux pour quelqu'un. Mais il ne sait rien de paracétamol. Mais c'est ça qu'il aime boire. D'accord. Hein? Voilà. Donc il y a un problème souvent avec des émissions publiques, grand public, de donner la chance à tout le monde d'être en phase avec ce que tu dis. Sauf les émissions de divertissement. Parce que si par exemple un humoriste a une émission tous les mardis comme nous, mais il y aura plus de 150 personnes par quartier, et même voire près d'1 million ou 2 millions, 3 millions de personnes tous les mardis Oui. à suivre. Bon, d'une part parce que les gens ont tellement de problèmes et de soucis qu'ils veulent noyer leurs soucis, au moins à rire. Mais d'autre part, c'est que ça n'apporte rien après. C'est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool, le lendemain, ses problèmes recommencent. Par contre, une émission éthique peut amener à ce qu'on réfléchisse un peu sur ces problèmes. Et trouver des solutions à ces problèmes-là par soi-même, sans avoir besoin de trop se gêner. Ça demande du temps, ça demande du tact, ça demande un peu de réflexion pour y arriver. Et des fois, il faut agacer la personne qui est censée vous proposer des idées. Parce que nous sommes là, à cette émission Le Monde Inconnu, pour proposer des idées, éveiller les curiosités. Voilà. D'accord. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après. Chaque vie humaine contient un potentiel. Si ce potentiel n'est pas réalisé, alors cette vie a été gâchée. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Dans la mesure où un homme n'est pas fidèle à la loi de son être, il n'a pas réalisé le sens de sa propre vie. Si le chemin que tu as devant toi est dégagé, tu es probablement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Un homme qui n'a pas vécu l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Connaître ta propre obscurité est la meilleure méthode pour surmonter les ténèbres des autres. Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il n'y a pas de conscience sans douleur. Ce que l'on appelle la vie n'est qu'un bref épisode entre deux grands mystères qui n'en font en fait qu'un seul. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste, eh bien commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui veulent. Fais-le en petit et il grandira. Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent.
Si tu retiens celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la plus grande chose si elle en est dénuée. Plus la foule est grande, plus l'individu devient signifiant. Ce que tu ne ramènes pas à ta conscience te reviendra sous forme de destin. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. La chaussure qui va à une personne en pince une autre. Il n'existe pas de recette de vie unique qui s'adapte à tous. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Quelque part au fond de soi, on sait généralement où l'on doit aller et ce que l'on doit faire. Mais il arrive que le clown que nous appelons moi se comporte de manière si distrayante que la voix intérieure ne peut pas faire sentir sa présence. Chaque fois que nous abandonnons, laissons trop de choses derrière nous et que nous oublions trop de choses, il y a toujours le danger que les choses que nous avons négligées reviennent avec plus de force. Jusqu'à ce que tu transformes l'inconscient en conscience, l'inconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Environ un tiers de mes patients ne souffrent pas d'une névrose cliniquement définissable, mais de l'absurdité et du vide de leur vie. On peut la définir comme la névrose générale de notre époque. Un commentaire par rapport à cet élément? Alors là, c'est le père de la sagesse psychanalyste, mais qui n'a pas bénéficié d'un atout, celui de la croyance universitaire qu'on a donné à Freud, au point à ce qu'il ait plus de chances à être connu que Jung. Jung était l'antipode de Freud. Il n'était pas ami à Freud, simplement parce que Freud était très limité. Et lui, il était quelqu'un qui essayait de s'ouvrir et d'ouvrir les possibilités, ce que les gens se prennent en charge, les gens réfléchissent sur leurs problèmes par eux-mêmes, sans qu'ils ne soient dépendants d'un système. Alors ça lui a valu ce que ça lui a valu. Voilà. Donc là, ce soir, nous avons bien voulu travailler avec ces citations pour que les gens réfléchissent, pour ceux qui ont suivi. Nous n'avons pas de commentaires assez spécifiques. D'accord, c'est une réflexion. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir, s'il vous plaît, dites-moi juste comment faire pour avoir la chance. Je m'appelle John depuis Douala. Il faut avoir les bonnes habitudes, devenir positif, oublier que vous avez la malchance d'abord déjà, et oublier que les autres gens ont plus de chance que vous, et oublier que vous ne réussissez pas toujours à obtenir tout ce que vous voulez, et c'est comme ça que petit à petit la chance va revenir, ou bien va venir, si vous n'aviez pas eu de chance avant.
Je vous salue tous deux, chers patriarches. Merci de nous faire voir par nous-mêmes ce que personne ne peut nous montrer. C'est Touré Ibrahim depuis Bamako, au Mali. Merci également à toi, notre très cher téléspectateur, et bien des choses à toi et beaucoup de bénédictions. Ok, merci pour l'ouverture d'esprit. Je voudrais connaître à quelle école au Cameroun peut-on étudier la parapsychologie et le niveau de base pour y accéder. C'est René Ndje depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Le niveau de base pour faire la parapsychologie, ça peut être le CEP, ça peut être le BEPC, ça peut être le baccalauréat. Ça dépend du pan de, bon, on peut dire le destin de tout un chacun. Donc, il y a des gens qui ont déjà des prédispositions naturelles d'écoute et de compréhension de ce qui peut se dire dans le milieu parapsychologique et d'autres non. Donc, ce n'est pas un problème de niveau de base, c'est un problème de la personne qui découvre en ça sa vocation. Voilà. Bonsoir à vous. Veuillez éviter d'appeler pour le moment, s'il vous plaît. Les appels se font hors antenne. Vous pouvez envoyer les messages à ce numéro. Bonsoir à vous au plateau. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Le karma positif ou négatif peut s'assimiler au destin. Sinon, c'est quoi le destin? C'est Yannick Ngwa depuis Kribi qui nous envoie ce message. Le destin, c'est le chemin de vie qui va dès qu'on naît jusqu'à la mort. Bon, mais ce chemin de vie est lié à bien d'aspects. Parmi ces aspects, il y a le tempérament. On est avec un tempérament. Parmi ces aspects, on est avec ce que les autres vont appeler la chance ou la malchance. Donc on est dans une certaine famille, on trouve un certain encadrement ou pas. Donc, on peut donc avoir une confusion destin, karma, malchance et chance. C'est normal qu'on confonde toutes ces choses. Mais c'est aussi normal que par soi-même, qu'on essaye de comprendre sa vie. C'est ce que nous disons souvent, qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a personne qui est le Dieu de l'autre. Personne. Tu as beau être esclave, le roi a beau être roi, mais le Bantou dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Voilà, la souris c'est la souris, l'éléphant c'est l'éléphant. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir comment méditer, atteindre un certain seuil pour être en connexion avec la nature. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour méditer, il faut savoir manger. Savoir distinguer les différentes sortes d'aliments qui existent. Savoir dormir, savoir parler, savoir poser des actes, savoir ménager ou bien les autres. Savoir, en fait, distinguer la chance à la malchance, le karma positif au karma négatif. Savoir autant de choses. C'est pourquoi on parlait de la méditation, la solution à nos problèmes. Et on va de coq à l'âne, ici et là, ramassant les thèmes à gauche, à droite, parce qu'il faut construire la méditation comme étant un outil qui doit permettre à ce que nous puissions avoir l'élévation possible pour le compte de notre âme. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais savoir s'il est possible pour un homme de vivre avec une femme qui ne s'alimente pas sainement comme il voudrait. Ou alors, qui ne mène pas une vie spirituelle comme lui. Alors, c'est ce qu'on dit, tu as une femme karmique. Parce que quand c'est bon, on ne dit pas c'est ton karma. Quand c'est mauvais, on dit c'est ton karma. Pourquoi? Parce qu'on te rappelle que ne te fâche pas. Gère cette situation jusqu'à ce que tu payes tout de tes fautes. Parce que il n'est pas exclu que tu aurais dû te marier d'une autre femme, mais malheureusement, c'est celle-là que tu as eu pour épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a du répondant, soit du point de vue négatif, tu vas passer une mauvaise vie, puisque qui se marie mal rate sa vie. Soit tu vas t'égayer, tu seras tout le temps
content parce que tu as une épouse qui te met à l'aise. Alors ce qui est vrai, c'est que, comme dans ces cas précis, Oui. c'est un problème à gérer. Personne ne doit te dire arrête avec ce mariage-là. Personne. Tu peux décider de le faire en constatant qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui. Mais tu peux avoir fait du tort à toi-même parce que la vie future, tu vas rencontrer encore la même personne. Donc, et là, ça sera plus grave parce que tu l'avais abandonné. Hein? Tu avais abandonné tes responsabilités. C'est que peut-être fallait que cette personne te tue et puis tu sors sur cette situation. Oui. Une fois pour toutes, puisque la vie doit continuer, ton âme doit évoluer. Mais sauf que nous ne voyons que la vie au cours de cette existence. C'est-à-dire, on est né, on est en train de vivre, après on va mourir, c'est fini. Et là, c'est la petite erreur que nous commettons du fait d'avoir écouté un discours qu'on est une fois. Et on meurt, on attend le dernier jugement. C'est faux. Ce serait très injuste. Et puis en plus, Dieu a créé combien de gens? Hein? Il a créé Adam et Ève. Allez multiplier, vous remplissez la terre. D'accord. Bon, on s'est multiplié comment? Et on est une fois comment? On meurt une fois comment? Voilà. Professeur, merci pour l'édification. Je m'appelle Léandra. J'ai 28 ans. Je vous assure, je suis une belle femme. Je suis métisse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai un bon travail. Je n'ai pas d'enfant. Je voudrais fonder une famille pourtant. Mais aucun homme ne me drague. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce qui se passe, c'est qu'on doit voir ça du point de vue karmique à travers la voyance. Ce que ça va conseiller, on va te draguer. Le moment n'est pas encore venu. D'accord. Ouais. Papa, bonsoir et merci beaucoup. Je suis chef d'entreprise, mais je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Papa, je suis malheureux quand je rentre chez moi le soir. Personne pour casser les plats, personne pour m'ouvrir, voilà, le portail. Papa, je suis malheureux. S'il vous plaît, aidez-moi. La personne va appeler leur antenne. On va voir quel âge elle a déjà et qu'est-ce qui l'inquiète à ne pas avoir de femme là maintenant ou d'enfant. Qu'est-ce qui l'inquiète? Simplement parce qu'il a un job ou quoi. Bon, on va essayer d'étudier ça. C'est un chef d'entreprise. Oui, c'est ce que je dis, donc on va étudier ça hors antenne et peut-être que avec sa permission, on trouvera ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Alors, doit-on choisir de vivre avec une femme qui s'alimente mal ou pas? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ta femme, c'est ta femme. Si c'est qu'avant, tu fais l'étude d'affinité. D'accord. Tu décides que bon, mais je ne peux pas supporter ça parce que cette étude t'accompagnant t'a amené à comprendre que ça, c'est pas ta femme là-bas. Bon, mais si tu fais même une étude d'affinité, l'étude est allant dans le sens de te prouver que c'est ta femme. Et toi, tu regardes les actes qu'elle pose vraiment, tu te dis que c'est pas ta femme. Moi, je dis, c'est ta femme. Accepte-la comme ça, parce que c'est grâce à toi qu'elle va changer. Quand l'affinité est bonne, elle va changer. D'accord. Papa, je m'appelle Destin. Papa, j'ai remarqué que à chaque fois que ma femme tombe enceinte et que je découche, elle fait une fausse couche. Comment comprendre cela? Bon, alors moi, c'est pas... Tout ça, il faut faire la voyance. Parce que si vous découchez, la femme perd de grossesse, ça veut dire que tu découches, tu viens sur elle intimement. Bon, on peut dire que c'est une coïncidence, mais il n'y a pas de hasard. Ça peut être une coïncidence malheureuse des ondes négatives. Par exemple, qui serait à la base de ça? Ça dépend avec qui tu découches. Si c'est une personne qui apporte en toi des vibrations négatives,
il peut s'avérer que cela soit de nature à affecter ta femme à la maison. Voilà. Et puis il y a des filles qui pratiquent. Tu peux te coucher avec une fille qui fait des pratiques pour que chaque fois que tu finis avec elle, qu'arrivé à la maison, que tu te tapes, que tu te battes avec ta femme, vous vous tapez dessus. Et ces pratiques-là peuvent aller jusqu'à détruire le fœtus. On ne sait jamais. D'accord. J'ai une addiction à la drogue. Chaque fois que je me décide d'arrêter, les envies sont plus fortes que moi et je replonge à chaque fois. Il arrive de poser des actes de façon inconsciente et après, j'ai des regrets. Comment faire pour arrêter définitivement, professeur? Il ne faut pas bagarrer avec des mauvaises habitudes. Quand vous avez une mauvaise habitude, il faut plutôt dire que ça va finir par partir seul. C'est comme ça que tu peux te retrouver à oublier. Hein? C'est comme il y a une mauvaise habitude là maintenant, tout le monde est sur son téléphone portable en train de soit jouer ou quoi. On n'a plus d'idées, on ne pense plus à rien. Quand on finit, on peut manger, on peut... Bon, ça c'est une mauvaise habitude. Oui. Bon, maintenant, pour sortir de cette mauvaise habitude, ce n'est pas en prenant le téléphone, en cachant ça dans la chambre et en restant au salon, non. Il faut le poser à côté. Ça te prend de jouer avec jour. Mais sauf que si tu te dis qu'il faudra que cela cesse, inconsciemment, tu seras en train d'oublier de prendre le téléphone sans que ça soit un problème où tu te bats pour y arriver. Donc tout dépend du comportement de la personne qui veut abandonner une habitude dont elle croit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas une bonne habitude, quoi. Et là, dans ces cas, ces personnes-là ne bagarrent pas contre leurs vices. Hein. Si tu as une mauvaise habitude, que tu le sais, c'est déjà un pas de plus pour pouvoir abandonner ça. Parce que tu le sais déjà. Voilà. Et là, abandonner, ça ne veut pas dire c'est donner d'interdiction. Abandonner, ça veut dire faire un plan de comment tu vas abandonner ça. Voilà. Okay. Comment faire un voyage astral? En apprenant à le faire. Mais comment, professeur? Oui, puisqu'on a fait des émissions sur le voyage astral, on va y revenir. D'accord. Salut, moi c'est Martin Dekounou. Bref, je suis quelqu'un qui attire les gens où je suis. Les gens se rassemblent. Et je suis toujours à la tête de tout ce que j'entreprends. J'aimerais connaître qui suis-je. Il faudra une étude d'affinité, mais pardon, une étude métaphysique qui vous permettra d'avoir votre thème de vie. Voilà. Et là, la personne peut nous appeler hors antenne, quoi. Papa, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai 5 personnes qui m'attirent vraiment et j'aimerais choisir une comme épouse. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous me conseillez? Les études d'affinité. Une étude d'affinité permet de faire le bon choix. Donc, il faut avoir le nom et la date de naissance de chacune des personnes qui vous attirent. En plus de quoi, la première année de rencontre, connaissant votre nom, votre date de naissance également, c'est-à-dire la date de naissance doit être exacte, pas la date de naissance qu'on a falsifiée pour les examens ou pour faire du sport. Alors avec ça, on peut avoir une étude d'affinité fiable. Voilà. D'accord. Bonsoir au papa, je suis une jeune... je vous en prie, les appels se font hors antenne. Pour le moment, ce numéro est réservé aux SMS. Je suis un jeune ayant une licence. Tout ce que j'entreprends ne donne pas, même dans la structure où je me trouve en ce moment, rien ne va et je ne sais vraiment pas quoi faire. Y a-t-il des méthodes spirituelles pour remédier à ma situation? Merci. C'est Bernard depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Bernard peut appeler hors antenne. Hein. On va étudier son problème en échangeant ensemble. Et peut-être on peut aboutir
ça peut nous amener à faire une voyance avec sa permission pour circonscrire exactement la cause exacte ou la cause première de ce problème. C'est la voyance qui peut nous aider. D'accord. Comment faire pour suivre l'avancée de son esprit après chaque vie? C'est la connaissance de ses vies successives. Mais ce n'est pas une histoire facile. Voilà. D'accord. Patriarche, j'aimerais beaucoup vous rencontrer en privé. Comment faire? Vous appelez hors antenne à ces numéros. Papa, vraiment, j'ai beaucoup de malchance. S'il vous plaît, aidez-moi. On ne sait pas s'il a la malchance. On va étudier son cas et voir si qu'est-ce qu'il appelle malchance, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu péjoratif quant à dire que quelqu'un a la chance ou la malchance. D'accord. Papa, comment faire pour trouver un bon travail? Pour trouver un bon travail, c'est lequel d'abord déjà? Parce qu'un bon travail, c'est le travail qui a un bon salaire. Mais pour trouver du travail, oui. Et il ne manque pas de travail, il manque des gens qui sont engagés à faire du travail. Bon, parce que si tu dis que tu balais seulement ta cour, c'est déjà du travail. Ta cour sera toujours propre. Et là, les gens vont t'imiter tout autour de toi. Tout le monde va balayer la cour. Et fin de compte, c'est tout le village qui sera propre. Et ça sera utile à tous. Bon, donc moi, je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur des situations du genre je veux un bon travail. Je veux du travail tout court. D'accord. Que ça paye ou que ça ne paye pas. Tu dois dire, bon, si ça paye pas, c'est que ça a trouvé que mon karma n'était pas bon. Et tu restes avec ton travail là comme ça, en attendant. Parce qu'un jour, ça va payer. Si ça ne paye pas, si tu ne seras pas payé par le travail là même, excusez-moi, tu seras payé par le biais du fait que tu fais ce travail-là correctement. Quelqu'un peut sortir de nulle part et t'enlever à ce travail avec la permission de ton ex-patron, du moins de ce patron, du présent patron qui donnera sa permission, son accord. Comme on fait le transfert des joueurs au football, tu pars d'une équipe à une autre avec des salaires différents. Voilà. Professeur, merci pour l'édification. Je m'appelle Paul Raoul. J'ai 65 ans. Mon problème est le suivant. S'il vous plaît, comment faire que mon troisième pied fonctionne normalement? On va étudier ça. Comme pour dire que c'est difficile de faire la consultation à une émission. Oui, mais professeur, peut-être une astuce pour... Non, la personne va appeler hors antenne. On va d'abord comprendre parce qu'on ne sait pas si c'est la prise de médicaments. Par exemple, si vous prenez les médicaments du diabète, vous avez des problèmes d'érection. Mais des fois, ça peut être lié à l'alimentation, professeur. C'est pourquoi il faut savoir de quoi il est question. D'accord. Peut-être quelque chose, comment Non, s'alimenter pour... on ne peut pas... moi, personnellement, je ne connais pas ce genre de choses de manière à répondre aux gens comme si je jouais un peu... du moins, ce n'est pas une émission à sensation. D'accord. Ma grand-mère, je l'entendais souvent parler, elle disait souvent à mes tantes que, voilà, de temps en temps, tu peux faire du tarot, donner la sauce jaune à ton mari pour entretenir son troisième pied. Tu peux lui faire d'une cuit, tu peux lui faire des aliments avec des épices naturelles. Ça aide beaucoup à... Oui, mais il n'y avait pas la consommation excessive des bières à l'époque. Les gens se réservaient de faire certaines choses contre leur organisme. Bon, aujourd'hui, on aime la bière plus que soi-même. D'accord, mais peut-être que cette personne, en essayant de consommer un peu naturel... Non, moi je ne refuse pas, mais je dis ceci, on peut causer hors antenne, le temps de poser des questions à la personne. Parce que c'est sans que ça soit
une manière de poser le diagnostic, parce que le diagnostic, poser un diagnostic, ça relève de la compétence des médecins. Nous autres, on nous consulte. Quelqu'un vient à me consulter, il me pose son problème, on l'étudie. Tous les deux, on pourra trouver la solution. Et là, quand on dit trouver la solution à son problème, ça veut dire que c'est pas comme quand on boit le paracétamol ou bien, c'est pas moi, ibuprofène. Après quelques temps, on en boit encore. Demain, on en boit. La semaine prochaine ou un mois après, on boit, ainsi de suite. Non. Il faut cesser de dépendre de quoi que ce soit. Hein? Personne ne doit être esclave de quoi que ce soit. On peut être, qu'on soit quand même autonome, qu'on prenne des décisions que, bon, je fais un mois, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est tout. D'accord. Donc, monsieur peut appeler Oui, hors oui. antenne. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit concernant ma santé parce que je me sens bien. C'est à quoi il est question. D'accord. Papa, je partage la vie d'un homme qui sait tout ce que je fais, même lorsqu'il est en déplacement. À quelle science peut-on rattacher ce type de vision ou de contrôle? C'est Madeleine qui nous envoie ce message. Il va jusqu'à me restituer les propres pensées. Oui, mais là, c'est la clairvoyance. Oui, mais apparemment, Il est clairvoyant. D'accord. D'accord. La clairvoyance, c'est même si tu es ailleurs, tu peux savoir ce qui se passe chez toi. Parce que métaphysiquement parlant, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. D'accord. Professeur, comment se libérer des pratiques faites sur soi? Là, il faut d'abord savoir lesquelles. Oui, aussi. Donc, c'est la voyance. Et savoir maintenant quelle est la formule qu'il faut et quels sont les ingrédients qui y entrent. Voilà. Pour chasser, pour se libérer de tout ça. Papa, j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour le cas de mon frère qui est aux États-Unis. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il est, mais il ne s'en sort pas. Pourtant, c'est un bon garçon. S'il vous plaît, aidez-nous. On va étudier ce cas hors antenne. Voilà. Ok. Comment faire un lavage pour attirer la chance sur moi? Je m'appelle Linda. En faisant le lavage, c'est tout. Mais pour ça, quel genre de lavage? Bon, mais attends, mais la personne a déjà... Des produits, Mais un lavage, des astuces. un lavage de chance. Peut-être pour attirer, pour l'attirance. Hein? Bon, on peut dire lavage de charme, pour charmer, c'est pas quelqu'un ou quoi. D'accord. Papa, à chaque poste, on ne me... Oh là là, on n'arrive pas à déchiffrer le message. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Marlène. J'aimerais vous rencontrer pour le cas de mon oncle. Il souffre énormément. Son 3e pied ne fonctionne pas bien. Bon. C'est la peine. La personne va appeler en antenne. Hein? D'accord. C'est la rhétorique. Papa, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai ouvert mon entreprise, mais ça ne fonctionne pas. Je suis tout le temps en train d'injecter de l'argent. Comment faire pour que ça se lève normalement? Il faut donner un nom à ton entreprise. Ou si tu avais déjà donné un nom, il faut changer le nom de l'entreprise. Comme ça, avec le changement du nom de l'entreprise, ça sera la renaissance pour cette entreprise. Et à ces changements, il faut y coller la date. Voilà. D'accord. Papa, à chaque fois que j'intègre une société, je suis beaucoup appréciée par mon patron, par mon entourage, par les clients, mais je n'arrive pas à accéder à un poste de responsabilité. Pourtant, je suis compétent. Que faire? Attendre ton temps. C'est-à-dire? Un jour viendra, tu vas accéder à un poste de responsabilité. D'accord. Dans cette entreprise ou dans une autre. Le temps n'est pas encore arrivé. D'accord. À moins que vous ayez fait la personne ait fait des recherches et constaté qu'il y a du louche, du genre envoûtement, sorcellerie et tout. Bon, là, on peut travailler sur ça et voir ce que ça donne.
Voilà. D'accord. Papa, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup votre expertise. J'aimerais savoir comment faire. En fait, j'ai 75 ans, je voudrais rentrer m'installer au village. Mais je ne sais pas comment négocier avec ma femme. Elle est belle, elle est brillante, elle est travailleuse, je l'aime beaucoup. Je ne voudrais pas la laisser en ville pour rentrer au village. On va parler de ça hors antenne. Si c'est ta femme, elle va partir au village avec toi. Mais si ce n'est pas ta femme, c'est le moment de les savoir que tu étais avec une personne en ville, mais ce n'était pas ta femme. Bah, il peut peut-être vraiment négocier, peut-être. Oui, bon, parce Il faut qu'il y trouver a... les mots justes, professeur. Il ne faut pas Non, seulement non, dire, non. bon, je rentre au village, tu viens avec moi. Non, non. On se marie pour le meilleur et le pire. Quand une femme ne veut pas aller au village, ça veut dire que ce n'est pas ta femme. Je ne dis pas non, mais non, il y a la manière, il y a l'approche. Non, il n'y a pas faut- la manière. Tu t'es marié avec un homme. Il n'a plus la possibilité de rester au village et en ville. Il veut... Non, non, des fois, on peut avoir la possibilité, mais on a envie de rentrer au village. On a parfois des maisons à louer en ville. On a son entreprise en ville, mais on veut rentrer, s'installer tout simplement comme ça au Mais village. et où est le mal? Si on veut changer de mode de vie, parce qu'on ne travaille plus en ville, on y était pour le travail. La ville n'est pas un lieu paisible. C'est comme les gens qui sont en Europe. Hein, ils voient à côté des Blancs qui meurent de canicule et d'éclipses saisonnières et tout. Bon, ils sont toujours là-bas parce qu'ils n'ont jamais compris que l'Afrique est un autre continent avec d'autres réalités du point de vue santé et tout. Bon, ils voient le matériel, les buildings et tout, c'est ce qui les intéresse à voir des grands boulevards et tout. Mais en réalité, c'est des zones arides. Hein, l'oxygène, la vie paisible n'est pas meilleure. Par exemple, moi qui parle là, s'il faille que je fasse ma retraite, c'est pas Douala. Il faut que je la fasse à un endroit où je suis dans le paysage, dans un paysage qui me permet de mieux me ressourcer. Oui. Voilà. Alors maintenant, si tu as une femme que dès que tu lui dis, bon, ok, on n'a plus rien à faire à Douala, parce que moi, ton mari, quand je n'ai plus rien à faire à Douala, ça veut dire que toi, mon épouse, tu n'as plus aussi rien et quelque chose à faire à Douala. Et brusquement, elle te dit que non, moi je reste. Hein. Si tu veux partir, tu pars seul, parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller au village. On te comprend que tu ne t'es pas marié. C'est ça. D'accord. Bon, là, si tu étais monogame, tu regrettes. Ouais. Tu dis vraiment, si je prenais deux ou trois Professeur, épouses. on n'allait pas dire ça. Non, mais tu regrettes parce que si tu as deux ou trois femmes, une au moins va accepter partir avec toi au village. Est-ce que vous savez que les polygames dorment à famille? Bien entendu, mais les polygames, toutes les femmes ne peuvent pas ne pas vouloir partir au village. Parce que l'autre va dire, c'est même l'occasion que j'ai avec lui maintenant. Parce que les autres m'embêtaient ici. Je n'ai rien contre la polygamie, mais Non, je même, connais... même si tu es une femme moderne. non, je n'ai rien contre la polygamie, professeur. Mais vraiment, je connais un tonton, je vais dire ça comme ça, qui a 3 femmes. Alors, lorsqu'il décide de rentrer au village, les 3 femmes, je vous assure, ont refusé de le rejoindre. Si bien qu'il allait au village se remarier et tout et tout. Mais il a eu une autre femme au village. Vous voyez qu'on peut avoir 5 femmes. Non, on peut non, avoir, moi je dis... ce n'est pas la quantité qui, non, qui importe. là, nous sommes d'accord. 3 femmes de la ville te refusent, une femme du village t'accepte. C'est toujours la polygamie. Il y a des polygames en ville. Hein? Mais tu es toujours polygame dans ta vie. Mais si tu veux être monogame, même au village, tu seras monogame, étant seul. D'accord. Bon, il avait l'esprit polygamique. C'est cet esprit qui amène qu'il arrive au village à prendre une autre femme. Okay. Et lui ne s'embarrasse pas de candidatons et tout, non. Lui, il a habitué que la polygamie, ça va. Bon, si vous ne voulez pas, l'autre veut. D'accord. Professeur, on est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est que je ne sais pas s'il faut travailler sur le thème carrément de famille. Hein. Là, on va essayer de voir. On va étudier cela. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est que les gens ont même les mêmes réponses dans la famille où tout le monde chôme, Oui. où tout le monde
a des difficultés de trouver un mari ou de se marier et tout. Bon, il y a des familles comme ça. Tout le monde. On se demande que, mais c'est quelle histoire? Tu arrives dans une famille, même les grandes personnes, voilà. D'accord. Une astuce peut-être pour la fin? Bon, alors je n'ai rien imaginé. Chers téléspectateurs, on a passé... C'était tout? Hein? C'est bon? Non, ça va. Oui. D'accord. Chers téléspectateurs, on a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.